Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, et vous avez raison d'y rester pour cette actualité plurielle que nous allons aborder. Et cela sera marqué par mine de Perquois. Les opérations de sauvetage des mineurs bloqués dans les sous-sols de Perquois continuent sous la pression ou la supervision des ministres Jean-Alphonse Sommet, en charge des ministres et carrières, et Bassolma Bazier de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Vous aurez le pouls de la situation dans quelques instants à travers reportages et échanges sur ce plateau. Généralisation de l'usage de la facture normalisée, cela a été officiellement lancé. Qu'est-ce qu'une facture normalisée? Qu'est-ce que cela apportera de façon concrète? La réponse avec Salvador Savadogo, il est le chef de service de gestion de la facture normalisée à la Direction générale des impôts. Et puis nous parlerons aussi sport. EFO ASFA 1-0. C'était aujourd'hui le derby remporté par l'Étoile filante qui est deuxième du championnat. Un derby qui a mobilisé du monde, vous le verrez. Vous aurez aussi le point des autres rencontres avec certains RCK Kiko FC, 1-0 score final, ce qui fait du RCK celui qui prend d'ailleurs la tête. Ce sont donc les sujets qui seront abordés et on va parler aussi en matière d'économie de notre balance commerciale, notamment celle de 2021, et cela se fera avec Souleymane Ouedraogo, le directeur des échanges commerciaux. Donc restez fidèles au déroulé de ce JDS qui débute par la première des rubriques, celle société. Nous l'annoncions en titre. Perquois, on en parle. La vidange des eaux était hier à un niveau, celui de 550 mètres. C'est ce qu'ont affirmé en tout cas les techniciens commis à la tâche de pompage des eaux. La chambre de refuge où pourraient se trouver les 8 mineurs est à une profondeur de 580 mètres. Une équipe de True TV était à Réau, dans le Sanguier, et a pu rencontrer le comité provincial de la gestion de la crise qui fait un point journalier. Notre reporter Serge Caboret a rencontré les proches des victimes. Certains, parlant de ces familles, ont gros sur le cœur et ont un coupable tout désigné. Le reportage, nous vous invitons à le suivre. Il est signé Serge Caboret. Perquois, c'est le nom de ce village qui suscite l'intérêt et la compassion des Burkinabés depuis la fatidique journée du 16 avril dernier, date depuis laquelle les eaux à la suite d'une inondation retiennent prisonniers 8 mineurs dont 6 Burkinabés. L'atmosphère est lourde ici dans ce village de Perquois, lourde de par ce mélange de tristesse, d'espoir et d'impuissance qui submerge les habitants à l'image de la famille Bayala. Une famille dont la pierre angulaire, à savoir le fils Thierry Bayala, fait partie des 8 mineurs prisonniers des eaux à près de 580 mètres sous terre. C'est mine qui a provoqué ces choses-là. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, enlever l'enfant là dedans. C'est ça là, je demande à Dieu. Même le soir, le matin, à midi, je demande à Dieu d'enlever mon enfant là. Je veux mon enfant. Je veux. La prière d'une mère qui illustre l'inquiétude et le désarroi de cette famille dont le quotidien a été bouleversé depuis cette date du 16 avril 2022. Cela fait 21 jours aujourd'hui que mon fils m'a annoncé qu'il partait au travail avec ses collègues et nous sommes aujourd'hui au 22e jour de sa disparition. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai besoin de mon enfant dans le plus bref délai, que ce soit aujourd'hui ou demain. Pour Moïse Bassono, un proche de Thierry Bayala, un problème coutumier non réglé par les responsables de la mine de Perquois serait la cause de ce drame. Il y a des problèmes avec la mine, mais elles ont rangé beaucoup de problèmes hier. C'était un sacrifice de bœufs, et puis moutons, et puis les poulets. Ils ont rangé ça hier là. Donc, nous on voit que ce problème-là, c'est rangé là. On voit que les enfants peuvent sortir. Nous croyons que même c'est ce problème-là, c'est créé le problème-là. Mais parce qu'ils ont donné ce problème-là avant que le problème-là n'a pas encore venu. Donc elle n'a pas pris le problème-là au sérieux. L'un des oncles qui a pu constater l'état d'avancement des travaux de recherche sur le site minier de Perquois pointe lui un doigt accusateur vers les responsables de la mine. On est rentré le passage de l'eau, il n'y a plus le passage de l'eau.
pour l'eau, ça coule à l'eau dans le Grand Marigot. Là. C'est ça, nous, on sait que le problème, c'est le mine à crier. L'eau là, bon, la mine, moi je vois que la mine, c'est. L'eau là, même il n'y a pas de grand pont. Pour l'eau là, ça peut passer à aller. Comme il n'y a pas de grand pont là, l'eau là peut passer pour partir dans le Grand Marigot. À cause de ça, ça rentrait. À une dizaine de kilomètres de Perquois, notamment au secteur 1 de la ville de Réau, la famille de Jean-Noël Bationo, un autre mineur coincé dans la mine, partage les mêmes émotions que la famille Bayala. N'eût été la pression des familles des victimes qui a suscité l'intervention du gouvernement, les recherches seraient aujourd'hui dans une vraie lenteur, selon André Bamouni. Je peux dire que la mine n'a pas dit qu'il n'est pas en mesure de le faire. Si la mine avait fait un appel au niveau gouvernemental ou bien au niveau d'autres pays, ils auraient pu les appuyer. Ils se sont dit qu'ils peuvent faire alors que les machines n'ont pas la capacité de pouvoir faire le pompage. C'est à la dernière minute. Je peux dire même c'est après 2 semaines qu'avec la pression des parents et du gouvernement qui s'est vraiment mis dedans, c'est ça qui a fait que vraiment ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon vraiment, au début il y avait une lenteur, c'était trop mou. Nous-mêmes, vraiment, on n'était pas rassurés. C'est ici, au niveau du Haut Commissariat, que la cellule de crise, mise en place par le gouvernement sur la situation, a été délocalisée dans l'optique de se tenir plus près du lieu du drame. Munis de packs de sachets d'eau et de nourriture, les représentants des familles de victimes assistent toute la journée ici au bilan des recherches. Ils ont l'espoir que bientôt, leurs proches seront retrouvés avec ce soutien du gouvernement. Il faut dire qu'à ce jour, c'est toujours le pompage de l'eau qui continue et nous avons bon espoir que ça se passe bien. En tout cas, il y a une bonne quantité d'eau qui est sortie. C'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espoir au tout début et le travail n'avançait pas. Donc avec l'appui et l'implication du gouvernement, nous voyons que les choses avancent un peu. Sous la supervision du ministre en charge des mines et de celui de la fonction publique, une descente est effectuée ce samedi sur le site de la mine afin de constater de visu l'évolution des travaux de pompage des eaux d'inondation. La chambre de refuge où pourraient se retrouver les 8 mineurs est à une profondeur de 580 mètres alors que le vidange des eaux est à un niveau de 550 mètres à la date de ce 7 mai. Nous sommes allés au niveau pour constater les débits de pompage et nous avons vu que ces débits là s'est accru par rapport à nos premières observations. Donc ça c'est vraiment positif pour nos observations d'aujourd'hui. Il y a aussi un travail qui a été fait vis-à-vis des coutumiers aujourd'hui pour poursuivre l'œuvre qui a été engagée dès notre arrivée le mercredi nuit pour rassurer les coutumiers afin qu'ils continuent de rassurer les populations pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble. Des appuis de l'Union européenne et du Maroc en équipement et en expertise sont attendus afin de booster le pompage. Du matériel de pompage commandé par la mine en Afrique du Sud est également attendu. Notons par ailleurs que du fait de certaines craintes assez perceptibles, les travailleurs de la mine que nous avons approchés se sont refusés tout commentaire. Le cœur serré, tous espèrent que les moyens mis en œuvre permettront de sauver les 8 mineurs coincés depuis le 16 avril 2022. Un reportage sur ce qui se passe donc à Perquois. On sait que cela cristallise les attentions depuis maintenant plus de 20 jours. Je suis sur ce plateau avec celui qui a fait ce reportage, Serge Kaboré, journaliste à Tue TV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et je suis aussi avec Alexis Kam, qui est expert HSE, entendez hygiène, santé, sécurité et environnement. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer par Serge. Vous êtes rentré seulement aujourd'hui pour nous donner ce reportage-là. Donc vous étiez hier avec ces familles qui attendent toujours ce qui sortira en termes de résultats, on dira comme ça, mais toujours le cœur serré. Et puis il y a les autorités aussi qui sont à pied d'œuvre avec les responsables de la mine. La première question, c'est que dans la chute de votre reportage, vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que les travailleurs de la mine restent prudents, ils ne se sont pas ouverts à vous. Qu'est-ce qui se passe
Alors, il faut dire que c'est une situation assez particulière pour les travailleurs de cette mine, due entre autres pour plusieurs raisons. Vous avez le fait que certains d'entre eux ont été en contact avec les mineurs avant que ce qui est arrivé fût constaté. Alors, ce fut un moment pendant lequel, un moment où les uns et les autres se demandaient mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce qu'on descend dans la mine? Est-ce qu'on attend qu'il y ait des interventions? Il y a eu toutes ces questions qui ont fait qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un certain appui psychologique. Et avec ce manque-là, ils ne veulent pas parler. Aussi, il ne faut pas oublier que lors de la mise en place de la cellule de crise, il y a eu une enquête qui a été ouverte par le gouvernement. Et à travers cette enquête, on aura plus d'éléments de réponse. Mais en attendant, les uns et les autres évitent d'apporter des éléments de réponse qui pourraient entraver la bonne marche des choses. Hormis cela, on a eu l'impression qu'au niveau de la mine, il y a des consignes qui ont été données, des consignes données aux travailleurs afin d'harmoniser les réponses que les uns et les autres viendraient à poser. Donc j'ai fait face à une grosse difficulté parce que la plupart des travailleurs que j'ai dû rencontrer se sont refusés tout commentaire, comme je l'ai dit dans le reportage. C'est vrai que lorsqu'on le partageait, on le préparait ensemble, on avait même des contacts de personnes présentées comme chef de personnel et tout, mais à la fin ça a été difficile d'avoir un mot. Mais quand même, il y en a qui ont accepté de s'ouvrir à vous, mais c'est hors micro. Justement, tout à fait. J'ai appelé un certain nombre de personnes qui m'ont fait tourner presque en rond jusqu'à la soirée, qui m'ont promis de me revenir parce qu'ils n'étaient pas à côté, d'autres disaient qu'ils étaient hors de Réau, d'autres étaient proches à Koudgou. J'avais même proposé de les rejoindre sur place, mais j'ai compris la situation. Il ne fallait pas piper mot face à pareilles circonstances. Et justement, lorsque vous arrivez à Réau, vous vous rendez compte qu'on a quand même frôlé le pire, parce que quelques heures après, il y avait certaines populations outrées qui entrevoyaient de faire une descente sur la mine, une descente punitive. Mais on se dit, bon, là on est dans le malheur, il y a des travailleurs qui sont encore coincés et prisonniers des eaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens soient révoltés? Alors, il faut dire que le pire a pu être évité de justesse, mais il se trouve que les populations n'étaient pas contentes pour plusieurs raisons. Vous avez d'une part le manque de communication qui est reproché à la mine en question, parce que jusqu'aux premières heures, certaines personnes se sont approchées de la mine afin d'avoir des nouvelles de leurs proches, mais se sont heurtées au silence. Et contre toute attente, vous avez le lendemain où les populations ont constaté que des camions chargés ont quitté la mine vers une direction que l'on ne connaît pas. Toutes ces questions, pendant que l'on ne sait pas où est passé le proche, et on se constate que les camions circulent, les gens ont cru que rien n'allait être fait pour retrouver les proches, d'où l'amertume, d'où la colère. Mais heureusement, grâce à l'implication des uns et des autres, l'implication des fils de la région, il y a eu en fait l'atmosphère qui a baissé un peu à un certain moment. D'accord. Bon, je vais avant de revenir à vous, Serge Kaboré, puisqu'on a Elsie Kam qui est expert en hygiène, santé, sécurité et environnement, donc qui connaît bien assez ces questions et notamment les mines dont nous parlons. Voilà donc ce qui arrive depuis plusieurs jours, comme tout à l'heure on évoquait dans le reportage. On se rend compte que la chambre de refuge où pourrait être notamment ces mineurs là au nombre de 8 et à une profondeur de 580 mètres, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, et on nous dit que c'est une chambre. Logiquement, parce que vous mettez les questions de sécurité, quelle possibilité donne ce type de chambre là dans ce contexte? Ok, merci pour l'invitation d'abord. Il faut noter que, avant de répondre à votre question, il faut noter que les structures minières quand même ont une organisation très 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 particulière. En de pareilles circonstances, il y a une démarche qui est mise en place et spécifiquement c'est l'équipe HSE qui coordonne ces genres d'actions parce que de cette équipe se trouve la structure de situation d'urgence. Alors donc, les mineurs que vous voyez souvent, n'étant pas au parfum d'un certain nombre d'informations, se sont certainement donnés, fait le devoir de ne pas dire des choses qui pourraient ne pas être vraies. Alors donc, peut-être cela peut justifier le silence des uns et des autres. Parce que c'est vraiment des équipes qui sont des techniciens et qui, pour vous dire, avant que l'incident n'arrive, j'ose croire, et là je peux le confirmer même, qu'ils savaient et qu'il y a toujours ce qu'on appelle les risques qui existent. Même nous sommes assis au plateau ici, nous avons des risques d'incidents qui peuvent arriver.
Maintenant, le risque peut se matérialiser à un moment ou un autre. Alors, s'il savait que dans cette démarche, nous sommes dans une situation de catastrophe naturelle. Ce qu'il faut bien préciser. Voilà. Lorsque les catastrophes naturelles arrivent, que ce soit hors mine ou dans n'importe quelle situation, la gestion de ces cas-là est différente d'une gestion particulière provoquée, etc. Voilà. Ici, si vous remarquez, la pluie est tombée à près de 125 mm, si je me trompe. Et c'est une période, personne ne s'attendait à ce que cette pluie ne tombe jusqu'à telle hauteur. Donc déjà, la période à laquelle il y a eu la pluie, c'est une période vraiment à laquelle personne ne s'attendait. Deuxièmement, une pluie qui provoque des inondations, c'est un cas de catastrophe naturelle. Donc ça fait que déjà, ces situations-là amènent l'équipe de gestion des situations d'urgence à essayer de revoir son organigramme et comme on appelle, son mode de communication. D'où vraiment le silence des uns des autres. Et parce que là, il faut travailler avec la relation communautaire, c'est-à-dire l'équipe de la mine qui communique avec les populations, les paysans, etc. Donc, vous voyez qu'il faut mettre en place, d'où la mise en place de la cellule de crise. Alors, donc, pour revenir à votre question, pour dire que la Chambre, généralement, personnellement, d'abord, je dirais, la mine de Perquois, je ne la maîtrise pas trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les structures minières font de la sorte à ce que, lorsque les galeries sont à des distances vraiment très grandes, c'est pour la plupart des cas des points de stockage, soit d'éléments de rafraîchissement et autres, voilà, pour permettre à l'équipe à un certain moment, au lieu de replier sur une grande distance et venir, donc pour leur permettre en temps de pouvoir se rafraîchir. Alors si c'est une salle où les conditions y sont, je pense que l'équipe sur place aurait vraiment un minimum de choses pour tenir à un certain moment. Alors, je précise également que je ne suis pas ici pour défendre la mine, je suis là en tant qu'expert, mais qui donne mon point de vue en cas de situation d'urgence. Alors donc, il faut noter également que ces mineurs qui sont retenus là-bas, au regard de la situation réelle, il faut noter qu'ils peuvent, le mieux possible, au regard de la présence de l'énergie, c'est-à-dire qu'on sait que si c'est l'air, on sait qu'ils avaient l'air depuis un certain temps parce que l'eau n'avait pas atteint le plafond. Donc déjà, on peut éliminer le cas de dire qu'ils pouvaient y rester étouffés. Mais deuxième aspect, c'était avoir de l'énergie, c'est-à-dire parce qu'à long terme, s'il n'y a pas d'énergie, ils auront un problème de vue. Donc à long terme, 21 jours, c'est comme s'ils seront en isolation. Vous voyez même les prisonniers, lorsqu'on les met en isolation, à un certain moment, c'est compliqué. Voilà, donc c'est un peu ces aspects. Mais je dirais tout simplement que ces mineurs, s'ils savaient qu'ils se trouvent dans la bonne chambre, je le dis, dans la bonne chambre, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Maintenant, des cas peuvent arriver. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. S'il y avait quelqu'un qui avait des malaises, voilà, ça peut arriver. Puis c'est en période de carême. S'il savait aussi que quelqu'un, par exemple, est en carême également, en fin de soirée. Mais s'il se trouve dans la bonne chambre, ce dernier-là n'auront pas de soucis. Donc il y a encore de l'espoir à voir de façon très claire. En temps normal, s'ils sont dans la bonne chambre. D'accord. Moi, je vais revenir à Serge. Tout à l'heure, on écoutait Alexis Cam qui disait, bon, il y a la question de la pluie, mais quand on est sur le terrain, il y a d'autres brides d'informations qu'on a. Parce qu'on écoute d'abord le Premier ministre qui dit il y a un genre de responsabilité aussi qu'il faut fixer. La preuve, on nous dit que pour ce qui est des responsables de la mine, il y a interdiction de sortir du pays. Il y en a qui parlent de dynamitage qui a été fait et qui aurait fragilisé les digues. Quand vous êtes allé sur le terrain, qu'est-ce qui est ressorti ? Alors, ce qui ressort, c'est que le dynamitage a occasionné majoritairement ce que l'on a vu. Parce que le dynamitage, selon les indiscrétions que j'ai pu avoir, n'a pas été fait avec l'accord de tous les travailleurs. Parce qu'au niveau de la réunion au cours de laquelle il a été décidé du dynamitage, tout le monde n'a pas donné son approbation. Et sur cette question, il n'y a que l'enquête qui a été ouverte qui permettra de savoir un peu plus. Et il y a au-delà de cela quelques aspects sur le plan social, avec la présence
présence du ministre chargé des affaires religieuses sur place, sur le terrain, qui montre qu'il y a là également des choses qui auraient dû être faites. Vous voyez, au niveau des populations, certains nous ont dit, ils nous ont rapporté que généralement pour chaque année, depuis que la mine qui a été ouverte en 2007 existe et est fonctionnelle, il y a des rites qui se font annuellement, avec l'accord bien sûr des responsables de la mine. Jusqu'à très récemment, tout fonctionnait, mais contre toute attente, les populations se sont heurtées à un refus au niveau de la mine de donner le financement nécessaire pour ces rites. D'où cette affaire de tradition, cette affaire de coutume. Et pour beaucoup, cela explique un peu ce qu'on a vu et ce qui se passe avec la disparition des mineurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui encore voient en fait, les mains des ancêtres qui devraient être évoquées et des choses qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art. Mais on se rend compte que beaucoup y tiennent. Même dans le reportage que vous nous donniez, il y a des parents de victimes qui se disaient, bon, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. Mais est-ce qu'en définitive, ils l'ont fait? En définitive, ils l'ont fait parce que le ministre en charge des mines, dans le reportage, nous l'a souligné. Il a affirmé que dans la journée du vendredi, des rites ont été faits avec les chefs coutumiers de la localité. Donc, c'est pour dire que beaucoup y croient jusqu'aux autorités. Et la présence, comme je l'ai dit tantôt, du ministre chargé des questions religieuses sur place explique beaucoup sur cela. Et pour la précision, le dynamitage dont on parle, ça s'est fait la veille de la pluie. Le dynamitage s'est fait la veille. Le dynamitage se fait un vendredi et vous avez samedi au petit matin où une pluie arrive. Le dynamitage, selon les indiscrétions, aurait occasionné des brèches. Et c'est par ces brèches-là qu'à un certain moment, l'eau a pu infiltrer le reste des tunnels. D'accord. Moi, je vais revenir à M. Kam, notre expert en hygiène, santé, sécurité, environnement. Il y a pour moi d'énormes éléments aussi qui font que le commun des Burkinabés se pose des questions. On se dit que même en matière de sécurité, il y a des mesures qui sont prises de façon préventive. Alors qu'on est depuis le 16 avril, donc c'est 8 messieurs qui sont coincés. On nous dit à en gros 150 mètres dans le sol. Et quand on regarde, c'est aujourd'hui qu'on nous parle de l'arrivée dans les prochaines heures, c'était ce qu'il disait depuis hier, d'autres appareils de pompage d'Afrique du Sud. Alors qu'on sait que le Burkina, quand même, c'est un pays minier. C'est 66,658 tonnes d'or, 166 343 tonnes de zinc. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui comptent. On en a plusieurs dans le pays. Mais il faut aller chercher en Afrique du Sud pour avoir du matériel pour pouvoir sauver ces messieurs aujourd'hui. C'est quoi? C'est des manques de précautions ou bien c'est des appareils forcément lourds qu'on n'a pas tout le temps? Qu'est-ce que c'est pour qu'on soit maintenant là 20 jours après à demander ces choses? Vous savez, moi en formation, il y a un de nos professeurs qui nous disait, au lieu de construire des hôpitaux, il est souhaitable de sensibiliser les populations à se préserver afin d'éviter des maladies. Alors donc, pour paraphraser cela, je voulais dire tout simplement que les mines mettent en place le minimum d'éléments, je dirais les éléments nécessaires pour les premiers secours. Ça, c'est nécessaire. Mais en disant que le Burkina, c'est vrai, ici au Burkina, en voyant le boom minier, nous pouvons dire que aujourd'hui, nous sommes un grand pays minier, certes, mais comparativement à certains pays, nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous n'avons pas encore commencé même à exploiter les ressources minéraires de notre sous-sol. Alors donc ça fait qu'il peut avoir, en fonction des différentes structures minières et en fonction des différents milieux et des politiques internes par chaque mine, les démarches mises en place pour s'approprier le nécessaire du matériel pour faire. Je ne dirais pas qu'il y a eu une négligence quelque part. Mais je dirais que certainement, ils ont sous-estimé un peu la capacité à un certain moment, certainement. Voilà, parce que je sais que la plupart des mines, c'est en période de vacances minières, généralement en mois de juillet, août, etc., que beaucoup d'entretiens sont mis en place. Donc lorsqu'il y a par méga l'eau qui s'infiltre, par exemple dans les galeries, c'est la période à laquelle ils se mettent à pomper, ils se dotent du matériel nécessaire, s'ils estiment que c'est du matériel qu'il faut louer, etc. Alors donc, si depuis la mise en place de la mine jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu cette situation, cela aussi peut être un élément pour dire que voilà, s'il fallait se doter des trucs aujourd'hui, c'est comme ça. Mais sachez que la galerie, c'est quoi? Ce sont les formes de tunnels. L'eau va
s'infiltrer. Arrivé à un certain moment, l'eau est stockée. L'eau ne peut plus couler. Arrivé, ça va repousser vers la sortie. Donc, en pompant, il faut d'abord qu'on ait des câbles, des tuyaux qui peuvent arriver jusqu'à un certain niveau. Maintenant, la longueur des tuyaux aussi correspondrait à des groupes, des moteurs qui pourraient bien pomper, aspirer ces eaux-là. Donc, il faut aller un peu sur cette philosophie. Voilà, il y a les débits qu'il faut rejeter. Voilà. Donc, ce sont les choses qui sont arrivées pour moi. Je pense que l'équipe des spécialistes HSE, il a été dit quelque part qu'il y a les sapeurs-pompiers, il y a le génie militaire, etc. Donc, pour dire que toute cette équipe en place, si jusqu'à présent il se trouve dans cette situation, c'est parce que vraiment, au fur et à mesure de l'évolution des activités, il y a des éléments qui sont aperçus, auxquels ils sont confrontés. Et comme on le dit dans notre milieu, généralement, il faut toujours identifier. Au fur et à mesure qu'on évolue, il faut identifier et analyser comment ça s'est fait. Ce sont les galeries. Avec la pluie, il peut arriver que la galerie, là, l'eau puisse mouiller les parois de la galerie. Donc, ça veut dire l'équipe même qui travaille doit travailler toutes les mesures nécessaires pour ne même pas, peut-être on ne le souhaite pas, se trouver encore coincé. Si toutefois il y a éboulement, etc. Donc, comprenez que la galerie, c'est dans le sous-sol. Donc, s'il y a l'eau, ceux qui vont travailler doivent travailler également. Il y a encore un danger. Voilà. Donc, c'est un risque qui est là, qui peut également se matérialiser. Donc, ils prennent toutes les mesures pour travailler de la sorte à ce que eux-mêmes ils soient dans les meilleures conditions, en même temps, tout en travaillant à faire sortir leurs collègues qui sont dans le milieu. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire pour l'instant, quoi. D'accord, Serge. Là-dessus, on a plutôt une autre perception chez les populations. C'est que, pour eux, la mine aurait tardé. Tout à fait. Pour les populations, la mine aurait tardé parce que dès les premières heures, la mine a cru pouvoir arriver elle-même à résoudre le problème avant l'arrivée du génie militaire, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Et n'oublions pas qu'il s'est écoulé presque 2 semaines avant qu'il n'y ait une cellule de crise, ce qui veut dire qu'au niveau gouvernemental, on a eu l'impression que la mine pouvait quand même faire le nécessaire et s'en sortir jusqu'à ce qu'on s'en rende compte que ce n'est pas possible. Et cela n'est pas du tout du goût des populations que nous avons eu à rencontrer. Il y a aussi ces problèmes d'ordre logistique qui sont apparents parce que la mine n'était pas équipée en moyens pour faire face au niveau d'eau qu'on avait, d'où le renfort de certaines mines du Burkina Faso. Il y a également la faiblesse des équipements sur place, ce dont je parle, et aussi il faut ajouter le facteur de risque parce qu'il était difficile d'envoyer du secours en territoire inconnu. On ne savait pas s'il y avait des débris de roches, on ne savait pas si les choses allaient s'effondrer, mais la population comprend un peu ces facteurs, mais le manque de communication fait que le problème de confiance ne joue pas en sa faveur. Mais on se dit aussi que la cellule de crise qui a été installée, vous avez vu au commissariat, comme vous l'avez présenté, a pu quand même permis d'apaiser. Mais est-ce qu'on est maintenant à un autre niveau, puisque à un moment donné, il s'agissait pour certains d'aller attaquer la mine parce qu'on n'était pas content. Maintenant, est-ce que l'apaisement est revenu, même si on est toujours dans la douleur? Alors, on est toujours dans la douleur, dans l'inquiétude, dans l'insouciance, mais il faut dire que les choses semblent être entrées un peu dans l'ordre, parce que vous avez la délégation gouvernementale qui a même permis à ce que certains parents puissent descendre dans le tunnel pour constater d'eux-mêmes. Vous avez certains qui affirmaient avoir une certaine expérience s'agissant d'évacuation d'eau et ils ont été autorisés à se joindre à l'équipe d'intervention et c'était des propos qui rassuraient. Vous avez des ministres qui ont passé 10 jours, certains plus que cela, aux côtés des populations. Chaque matin, ils se réveillent avec les populations qui courent à l'information tout le temps au téléphone pour donner la bonne information. Vous avez des ministres qui tapotaient l'épaule de certains parents de victimes pour les réconforter et pour donner les informations que la mine se refusait d'apporter. Et il faut dire que tout ça est à saluer parce que ça a revigoré encore les parents de victimes qui ont encore espoir. Moi, j'aurais une dernière question pour vous. Notre expert en HSE, quand on regarde, on n'est pas encore au clair mot de tout ça, mais il y a des leçons quand même à tirer. Oui, il y a des leçons à tirer. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, en toute situation, nous avons des risques
qui peuvent se matérialiser à n'importe quel moment. Tout comme moi, je peux payer mon véhicule tout neuf, hein, mais en roulant, je peux arriver quelque part, je sais pas, un problème électrique ou quoi, et puis ça peut prendre feu. Je ne peux pas dire que parce que c'est un véhicule neuf que je ne peux pas avoir d'incident, ou je peux heurter quelque chose. Au regard de quelque chose, vraiment, une situation peut être, le risque peut être matérialisé. Alors, donc, pour dire que ce que je sais, toutes les mines, à chaque fois, sur un terrain X, au sein de la mine, les responsables QHSE essaient de numérer tous les jours les risques potentiels et interpellent tous ceux qui travaillent sur ces sites-là sur les risques potentiels, en les invitant à prendre les mesures nécessaires pour ne pas vraiment eux-mêmes être exposés. Alors donc, par exemple, le rôle de l'HSE qui travaille de la sorte à ce que l'employé fasse de la sorte à ce que son agent de retraite, tout ce qu'il perçoit comme salaire, etc., ne l'amène pas à se faire soigner, mais plutôt à vivre aisément. Donc, si cette stratégie est mise en place, alors donc, nos autorités également, les responsables des mines, feront le maximum possible en collaboration avec les communautés. Parce qu'il faut reconnaître, et vous allez m'excuser, je vais peut-être dire quelque chose qui peut peut-être choquer. Les populations ont également leurs exigences en fonction des mines lorsque la mine évolue à un certain stade. Mais les mines essaient toujours, avec leur équipe de relations communautaires, pour apporter un ensemble d'éléments de conseils qu'il se faut. Et vous avez vu, moi je suis d'avis avec eux lorsque, je comprends plutôt les populations lorsque ces éléments d'incident arrivent. Voilà, c'est une mine bien organisée, mais l'erreur, tout le monde peut commettre une erreur à n'importe quel moment. Il faudrait qu'on ait la force, d'abord les populations, un appel à l'entrée des populations, que ces populations aient la force d'abord de comprendre la mine. Parce qu'au regard de la présence de cette mine-là, beaucoup d'activités sont créées, le commerce, etc., etc. Et durant ces 21 jours, durant ce temps qui coule, la mine travaille à faire sortir ces populations qui sont dedans. Nous avons 6 compatriotes. N'oublions pas aussi qu'il y a 2 expatriés. Ça fait 8 personnes. Voilà. Ces expatriés, leurs parents aussi sont là, ils se sont inquiétés. Donc, nous devons savoir que ces mines ont contribué ou contribuent toujours à vraiment améliorer les conditions de vie de ces populations. Ce sont les risques qui sont là, qui se sont matérialisés. Les autorités de la mine tireront les leçons. Nos autorités également tireront les leçons. Et ça va permettre également à nos autorités de revoir également leur système de surveillance, d'accompagnement des mines sur un certain ensemble de choses. Parce qu'il y a, je le dis, les structures, l'État a de façon périodique des séances de contrôle sur un ensemble de choses. C'est-à-dire, il y a le volet vérification de l'environnement, l'impact environnemental, etc. Tout ce qui est comme les ministères qui interviennent de près ou de loin auprès des mines essaient de faire des évaluations de façon périodique pour voir est-ce que la mine tient toujours, etc. Et il y a des conseils, les membres même des ministères sont au niveau des conseils d'administration. Alors donc je pense que des leçons seront tirées afin d'éviter. Dernière question à vous, Serge. Quand vous regardez, vous avez été avec les familles. Je sais que beaucoup de choses se disent, parce qu'au départ on se disait, est-ce qu'ils peuvent tenir? Parce que l'eau, et après un homme ça respire, il faut de l'oxygène et plein de choses. Est-ce que vous sentez ces familles-là toujours fortes et se dire que de cette prison faite par l'eau pourrait sortir vraiment des survivants? Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment? Alors, il faut dire qu'à travers ce reportage, nous avons été confrontés à 2 types de familles. Vous avez une famille qui est assez résiliente, une famille qui est encouragée par la présence des membres du gouvernement, une famille qui est heureuse aujourd'hui de constater que le gouvernement a pris les rênes des différentes recherches, et une famille qui a encore espoir et qui se dit qu'on va retrouver leur fils, on va retrouver leurs proches. De l'autre côté, vous avez une famille qui est complètement lambeau, une famille qui est déjà
totalement découragé, une famille qui peine même à espérer. Donc vous avez les deux tendances. Et je pense que de cette situation, il faut tirer les leçons et en tirer toutes les conséquences à travers l'enquête qui a été ouverte, parce que quoi qu'il se passe, peu importe les conclusions des recherches, il n'y a que la situation des différentes responsabilités qui permettront d'apaiser les cœurs des uns et des autres au niveau des populations notamment. Une enquête qui, pour qu'on puisse tirer des leçons, devrait d'abord aboutir. Et c'est ça le plus important. Merci en tout cas, Serge Kaboré, d'être passé sur ce plateau avec nous et avoir partagé ce reportage très intéressant. Ça a été donc un véritable plaisir donc de vous recevoir. Et on va aussi dire donc merci à notre invité pour le regard qui a été très intéressant, Alexis Kam, expert HSE. Merci d'être passé sur ce plateau. On va nous, pour la partie société, passer un autre reportage, un zoom sur la Fondation internationale Tierno et Mariam Fetima. Elle a été créée par l'un de cette fondation en septembre 2003 et compte aujourd'hui des associations de soutien et des centres de soins. Une équipe de TUTV y a fait un tour et c'est Fatima Tanikema qui nous en donne le détail. Quartier tram d'accueil de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au centre de soins Fitima, Fondation internationale Tierno et Mariam. Ici sont accueillis des patients qui souffrent de maladies neuromusculaires associées ou non à une déficience intellectuelle. Telles que la myopathie, l'infirmité motrice cérébrale, l'autisme, la trisomie 21, l'épilepsie et bien d'autres. Abdoulaye Kombari est un de ces patients du centre. Il souffre de plusieurs pathologies selon son géniteur. Il a été admis au centre de soins Fitima depuis 2004 et aujourd'hui il a 25 ans. Selon son père, son état s'améliore. Avant, pour l'amener, il faut attacher le remorque sans problème. Bon, il va y échanger. Même si les membres là ne sont pas, ils ne se servent pas beaucoup quoi. Il faut lui donner à manger, il s'assoit bien. Bon, chez nous c'est une amélioration quoi. À ce stade même déjà ça va. Il peut dire ce qu'il veut, il parle, il est à l'école, bon, tout ça là ça va. Si ça va aujourd'hui chez Abdoulaye Kombari, c'est grâce aux soins de l'équipe d'éducateurs, de thérapeutes et de psychologues du centre Fitima. Et chacun a un rôle à jouer dans l'amélioration de l'état de santé des malades qui sont pour la plupart des enfants. Djakaridja Ouattara, psychologue de la Fondation, s'occupe de la prise en charge psychothérapeutique. L'objectif ici est de stimuler leur intelligence. Il y a des encastrements qu'on fait, il y a des activités qu'on fait aussi en groupe, des activités de groupe. Et puis, il y a plein d'activités. Par exemple, ce jeu qui est là, cette activité qui est là, c'est une activité où l'enfant doit chercher, au fait les images sont 2 à 2 par paire, où l'enfant doit chercher à rassembler les paires. Bon, c'est une activité qui aide l'enfant à maintenir son attention, vu qu'elle a un problème de l'attention. La thérapeute, elle, reçoit toutes sortes de handicaps. Elle est ici en pleine séance de rééducation. C'est pour l'aider à faire ses activités quotidiennes. Parce que ces genres de diagnostic, la plupart de ces enfants, c'est difficile pour dire qu'ils vont récupérer, c'est-à-dire ils vont marcher. Mais le but de notre éducation, côté IMC, infirmité motrice cérébrale, c'est amener l'enfant à pouvoir s'asseoir. Il y a d'autres qui peuvent faire 4 pattes. Et il y a d'autres qui marchent selon l'organisme de l'enfant. En plus des soins que reçoivent les patients de ce centre, ils bénéficient d'autres activités socio-éducatives. Des activités de motricité fine pour les aider. En même temps, c'est la rééducation. Ils font des ateliers cuisine, il y a le handisport, il y a l'atelier de perlage où on les apprend à fabriquer des colliers avec des perles. Voilà. L'idée, c'est en même temps de les faire une rééducation et de les apprendre, de les initier aussi à un métier. Par an, Fitima reçoit une 50aine d'enfants selon la coordonnatrice générale. Des enfants qui sont pris en charge grâce à la contribution des parents, des dons et des legs. Malgré cela, le centre rencontre des difficultés dans son fonctionnement. L'insuffisance et le manque de thérapeutes professionnels dont je vous avais parlé, par exemple, les thérapeutes en orthophonie, en psychomotricité ou ergothérapie. L'autre difficulté aussi, c'est l'insuffisance d'éducateurs spécialisés
Nous avons des centres de formation, mais qui ne forment pas des éducateurs spécialisés pour les enfants en situation de handicap. Et une des grosses difficultés aussi, c'est le manque de transport. Les responsables du centre de soins Fitima appellent donc les personnes de bonne volonté à leur venir en aide. Aux parents qui ont des enfants qui souffrent de maladies neuromusculaires, ils leur demandent de ne pas céder à la fatalité et à faire appel à Fitima. Et à El Hadj Ali Kambari, père de Abdoulaye, d'ajouter que les parents doivent être patients car le résultat se trouve au bout de l'effort. Selon lui, cela fait 18 ans qu'il patiente. Même s'il note des avancées notables dans l'amélioration de l'état de santé de son enfant, il nourrit l'espoir qu'il arrivera un jour à mieux s'exprimer et à acquérir une autonomie. Deuxième reportage de cette partie société pour ce qui est de ce JDS. On va passer à celle économie en espérant évidemment qu'on puisse trouver nos 8 prisonniers de l'eau en vie. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite dans ce journal du dimanche au soir. Et nous allons donc passer à la partie économie de ce JDS. Pour lutter contre la fraude fiscale, le faux et l'usage du faux, l'État burkinabé s'est engagé dans la promotion de la facture normalisée. Et pour cela, on a procédé le jeudi 31 mars dernier au lancement officiel de la généralisation de son usage au Burkina Faso. Beaucoup de questions donc se posent, et pour l'entrepreneur et pour le consommateur lui-même. C'est donc la partie économie, et c'est pour cela que je reçois sur ce plateau David Nana. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur Va, bonsoir aux téléspectateurs. Et pour les questions que se posent, je l'ai dit tout à l'heure, entrepreneurs ou simplement consommateurs, nous avons sur ce plateau Salvador Savadogo, qui est le chef de service de gestion de la facture normalisée à la Direction générale des impôts. Bonsoir. Bonsoir. Déjà la première question, peut paraître toute bête, mais on la pose parce que c'est pédagogique aussi, quoi qu'on dise, cet espace-là et quelquefois la dynamique dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qu'une facture normalisée? Merci. La facture normalisée, c'est une facture qui comporte un ensemble de mentions obligatoires prévues par l'article 562 du Code général des impôts, sécurisée par l'apposition d'un sticker et répondant à certaines caractéristiques. Voilà. Il faut préciser que ce n'est pas uniquement en apposant le sticker qui rend la facture normalisée. Il faut un ensemble de mentions obligatoires pour, y compris le sticker, pour rendre la facture normalisée. D'accord, David. Alors, merci d'être là. On a vu au départ, c'est une facture qui concernait un certain secteur, notamment les PME, et puis aujourd'hui on l'étend, on généralise avec les microstructures aussi. Pourquoi cette généralisation et quelles ont été les insuffisances de la première phase? Merci. Alors, la facture normalisée, c'est une réforme de l'administration fiscale qui vise à sécuriser les transactions commerciales et à lutter contre le faux et la fraude. Et dans sa mise en œuvre, l'administration a décidé de procéder par des étapes. D'abord, les grandes entreprises, les grandes et moyennes entreprises qui sont mieux structurées et qui avaient l'habitude de produire des factures en bonne et due forme, et ensuite l'étendre maintenant aux autres entreprises, notamment les contribuables du régime simplifié d'imposition et de la micro-entreprise. D'accord. Les limites, pour revenir à la seconde question, les limites, on peut citer entre autres la non-sécurisation, l'absence d'éléments de sécurisation dans l'ancienne facturation, et aussi l'utilisation des en-têtes d'autrui pour les facturations qui causaient d'énormes difficultés à l'administration. D'accord. C'est bien, vous dites que, évidemment, quand on regarde la facture normalisée, derrière donc, des transactions commerciales, il y a derrière un encadrement juridique. Mais quand nous lisons, c'est que cela est institué au Burkina Faso avec cet article 17 là, de la loi 037-2013 AN. Bon, mais c'est 2013, on va dire 2013. Mais quand on regarde, pourquoi ce long temps d'attente là? Pourquoi maintenant on en arrive à cette généralisation? Merci. Comme je le disais tantôt, l'administration a décidé de procéder par étapes. D'abord les grandes et moyennes entreprises, ensuite les petites entreprises. Et par rapport à la généralisation, l'administration fiscale a jugé opportun d'impliquer la fêtière des entreprises, notamment la Chambre de commerce et d'industrie,
et qui s'est matérialisé par la signature d'une convention de concession entre la Direction générale des impôts et la Chambre de commerce. Et c'était en novembre 2019. D'accord. Voilà. Et à travers cette convention, l'objectif c'était de faciliter l'acquisition et la distribution des stickers dans les différents points de vente. Voilà. Okay. Et nous pouvons aussi ajouter le fait que la crise sanitaire, notamment la Covid-19, est venue retarder un peu la mise en place de la généralisation de la facture normalisée au Burkina. D'accord. Alors moi, ce que je voudrais bien comprendre, il l'a dit lorsqu'il introduisait, c'est la sécurisation, c'est lutte contre la fraude fiscale, la concurrence déloyale. Matériellement sur le terrain, comment cela se passe, comment on lutte contre la fraude fiscale, la concurrence déloyale et quels en sont les avantages pour les entreprises? D'accord. Donc, comme vous l'avez bien dit, les avantages pour l'entreprise, nous voyons que ça lutte contre la concurrence déloyale. Et on peut citer aussi le fait que ça formalise les secteurs informels. Ça permet de sécuriser le droit à déduction de la TVA et des charges. Et comme autre avantage, ça permet de réduire le contentieux fiscal sur les conditions de forme des factures. Alors ça, c'est les avantages de la facture normalisée pour les entreprises. Il y a des sanctions prévues pour ceux qui ne vont pas se soumettre à cette disposition-là? Oui, il y a des sanctions prévues par la loi, notamment l'article 565 du Code général des impôts, qui dit que lorsque les factures ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, il y a des amendes qui partent de 100 000 francs par facture non conforme émise. Ok. Voilà. Et aussi, ça n'ouvre pas droit à la déduction de la TVA supportée et de la base d'impôt sur le bénéfice. Alors, justement, pour ceux qui nous regardent, ça se suit, ils se disent, oula, je parle des entrepreneurs, bon, on y est, c'est mieux, on va tout savoir et puis se préparer pour. Mais logiquement, c'est à partir de quand? Parce qu'on nous entendait parler du 1er mai, c'est à partir de quand, de façon très claire, que ça commence? D'accord. Je dirais que la cérémonie de lancement a été faite le 31 mars 2022, mais la date d'effet, la date en vigueur pour l'obligation, c'est le 1er mai 2022. D'accord. Donc on y est déjà. On y est déjà. Voilà. Et justement, quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre? Parce que c'est vrai qu'on y est. Donc je me dis que vos services ont eu à déjà mettre tout en branle pour que, pour ceux qui veulent le faire, dans tous les cas c'est une obligation, qui ne se retrouvent pas, parce qu'on dit souvent avec l'administration publique, il y a ce qu'on sort comme obligation et le problème c'est que c'est lorsque vous voulez vous y conformer, quelquefois c'est pas simple. Pour avoir ceci c'est compliqué, pour avoir cela c'est compliqué. Quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre pour que les entrepreneurs qui nous regardent, les chefs d'entreprise, soient vraiment plus à l'aise? D'accord. La Direction générale des impôts, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ont entrepris des activités de sensibilisation, de formation sur le bien fondé de l'usage de la facture normalisée au plan national, et ce depuis 2017. D'accord. Voilà, et qui se poursuit jusqu'à présent. Et nous passons aussi par les médias, le canal des médias, pour relayer l'information, la sensibilisation sur le bien fondé de l'usage de la facture normalisée. Je peux ajouter aussi le fait qu'au niveau de l'administration et bien sûr de la Chambre de commerce, nous avons ouvert d'autres points de vente pour rendre plus accessibles les stickers aux contribuables. D'accord. Justement, on parle de ce sticker-là. Il est un prix fixe ou il varie suivant la facture? Et quel est ce prix? Le sticker qu'on appose, c'est en fonction des factures que ça varie ou il y a un prix qui est désigné, un prix unique? Les stickers sont vendus par feuillet. D'accord. Voilà, les feuillets, pour les régimes réels normal d'imposition, les grandes et moyennes entreprises, coûtent 10 000 francs le feuillet et à raison de 100 stickers. Et donc, mathématiquement, on dira que ça fait 100 francs par sticker. Et les feuillets du régime simplifié d'imposition et de la micro-entreprise coûtent 3 000 francs CFA à raison de 50 stickers, soit 60 francs par sticker. D'accord. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question de M. Vaha parce qu'elle est fondamentale. On a vu très souvent que dans le secteur économique, malgré la bonne volonté des entrepreneurs, on est confronté parfois à une insuffisance. J'en veux pour preuve les timbres qui très souvent manquent. Est-ce qu'on est sûr qu'avec le sticker, il n'y aura pas ce problème un jour?
Rassurez-vous, l'administration a pris les dispositions, notamment quand je parlais de la convention de concession. Nous avons concédé la gestion de ces stickers à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. C'est elle qui est chargée d'acquisition de ces stickers et de mettre à la disposition dans les différents points de vente. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. D'accord. C'est vrai qu'on avait commencé par se poser la première question, ça sera d'ailleurs la dernière. C'est quoi une facture normalisée? Mais quelles sont ses caractéristiques pour qu'on puisse vraiment comprendre? Peut-être pour terminer. D'accord. Les caractéristiques, comme je l'ai dit, il y a les mentions obligatoires. Et ces mentions, c'est les informations qui concernent le vendeur et l'acheteur. Okay. Les références cadastrales, les numéros de téléphone, le numéro UFU, la raison sociale, la date de l'édition de la facture, la numérotation qui doit être de façon chronologique et ininterrompue. Donc c'est des éléments qu'on appelle mentions obligatoires qui doivent être obligatoires. Ça veut dire que s'il y a une seule de ces mentions qui manque, la facture n'est pas normalisée. D'accord, donc on l'aura donc compris. Une dernière question ou bien c'est bon pour nous? Peut-être savoir, après cette étape de la facture normalisée, la prochaine c'est laquelle? Bon, pour le moment, on est au niveau de la facture normalisée. Je pose la question parce qu'on voit aussi dans certains pays, après la facture normalisée, on est passé à d'autres étapes. D'accord. C'est vrai qu'il y a des études en vue d'aller vers la facture normalisée électronique certifiée. Voilà, mais bon, pour le moment, on s'en tient à la facture normalisée. D'autant plus qu'on vient de la lancer et on communique pour que ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui gèrent ces affaires-là puissent s'y conformer. Et comme on l'a compris tout à l'heure, c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est aussi bénéfique pour le consommateur que nous sommes, parce qu'on est dans un état, et puis lorsqu'on parle de sécurité, on parle de ceci, de cela, il faut bien contribuer. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau pour ces éclaircies, ça a été un véritable plaisir. Je rappelle que vous êtes Salvador Savadogo, vous êtes chef de service de gestion de la facture normalisée à la Direction générale des impôts. Encore merci d'être passé. Donc on va aller avec David Nana. Vous aviez un point pour nous. Oui. Avant bien sûr qu'on puisse aborder la question des échanges extérieurs, donc le commerce, les échanges internationaux. On voudrait revenir sur. Tout à l'heure vous avez parlé de mines. C'était très intéressant. On vous suivait avec beaucoup d'émotion et au passage, comme vous l'avez dit, on a une pensée pour toutes ces personnes retenues sous terre. Et parler de commerce international, au Burkina Faso, ça revient aussi à parler de ce secteur des mines parce que l'or fait partie des premiers produits, n'est-ce pas, de nos échanges avec l'extérieur. Et donc, concernant ce produit, c'est pour revenir sur ce communiqué qui, la semaine dernière, était sorti pour dire que la levée la suspension, n'est-ce pas, pour l'octroi des titres pour pouvoir exploiter les mines était levée. Et après, tout de suite, on a vu un autre communiqué du ministère qui venait, pas démenti, mais en tout cas dit que cette suspension est toujours en cours. Et comme c'est un secteur assez important, parce qu'on va voir tout de suite là que dans les échanges internationaux, l'or passe en bonne position. Il est donc d'actualité que l'on puisse jeter un regard, mais alors là très approfondi et minutieux pour pouvoir assainir ce secteur qui rapporte davantage de devises à notre pays. C'était ça peut-être que nous avons voulu aussi aborder comme bref dans ce rendez-vous. Vous avez en tout cas raison d'aborder la question puisque c'était l'un des faits marquants cette semaine. On parle d'une suspension qui est levée et puis après le ministre qui vient nous dire que c'est pas encore levé. Dans tous les cas on y travaille et on espère que pour le bien de ce secteur-là, il y aura cette nouvelle qui viendra avec tout l'accompagnement qu'il faut et puis la bonification du contexte dans lequel on va rouvrir. En tout cas merci David Nana pour cette brève pour nous. Nous recevons à présent Souleymane Ouedraogo, il est le directeur des échanges commerciaux. Avec lui, comme on l'annonçait aussi en début d'émission, on va parler dans le détail de la balance commerciale 2021. David, vous y allez. Alors, d'abord, bonsoir. Il s'installait, je pensais qu'on s'était déjà installé ensemble. D'accord. Bonsoir. Monsieur Ouedraogo, il faut rappeler qu'il est le directeur des échanges extérieurs, c'est bien cela? C'est ça. D'accord. Alors, vous avez fait sortir ce rapport-là, de cette balance commerciale pour cette année, pour l'année 2021. Alors, quelles sont les principales tendances du commerce extérieur au Burkina Faso selon ce rapport?
Merci bien. Effectivement, le ministère en charge du commerce a rendu public un rapport sur les résultats commerciaux du Burkina Faso pour l'année 2020. Donc ça a été publié, disons, en fin d'année 2021. Donc compte tenu de la situation, on n'a pas pu pouvoir, en tout cas, rendre public les rapports. Donc pour dire que le Burkina a eu une meilleure négociation, en tout cas de son engagement avec les partenaires commerciaux au plan international. Donc les échanges commerciaux se sont donc chiffrés à près de 5 000 milliards de francs CFA. Donc soit environ 2500 en exportation. Donc ce qu'on a pu collecter en termes de recettes d'exportation. Et environ 2400 milliards donc qu'on a dû payer donc, pour acquérir les biens importés. D'accord. Justement, c'est des chiffres comme ça qu'on partage. Et pour ceux que nous observent, parce que c'est très important, c'est la démarche aussi pédagogique toujours dans ce JDS-là. Vous dites le document avec ce qu'on connaît, vous n'avez pas pu vraiment le ventiler et puis bon, communiquer là-dessus. Mais justement, quel est son intérêt? Et qui est le destinataire déjà final de ces informations qui sont données et en quoi est-ce que ça peut le guider? Il faut dire que le rapport, c'est quoi? C'est comme les indicateurs donc, qui démontrent un peu des efforts qui sont faits par l'État donc, en termes de négociations pour rendre en tout cas accessibles les marchés étrangers. Donc le rapport là, permet non seulement à l'administration que nous sommes en particulier donc, de pouvoir traduire en termes concrets ce qui se passe avec les efforts, mais aussi ça intéresse les universitaires, les journalistes que vous êtes, etc., les étudiants. Donc pour pouvoir voir un peu quel est le profil commercial donc, du Burkina Faso. Et donc, je dois préciser aussi que ce document est partagé avec nos représentations diplomatiques. Donc ça leur permet aussi de pouvoir voir quels sont donc les espaces de possibilités en termes donc d'exportation des produits burkinabés dans leur circonscription. C'est ça. En termes clairs, c'est la claire photographie de ce qu'on a. Exactement. En termes de biens et services qu'on fait venir. Exactement. Et de ce qu'on vend ou de ce qu'on fait exporter. Donc c'est très intéressant. Justement, quelle est la structure des échanges et quels sont les principaux partenaires commerciaux? Donc, de ce que je venais de décrire, il faut dire qu'il y a un excédent commercial, on va dire exceptionnel pour 2020, donc d'environ 100 milliards. Donc, c'est quand même un résultat commercial qu'il faut saluer. Et donc, en termes de composition au niveau des exportations, donc, ça a été donc dit, c'est l'or qui est vraiment le produit le plus majoritaire, avec plus de 80% des exportations. On va dire les produits miniers de manière générale, parce qu'il y a derrière aussi le zinc. Donc les deux produits-là font plus d'environ 85% de nos exportations. Mais derrière tout ça, il y a quand même des produits tels que le coton, qui sont toujours en bonne place, suivis donc des produits de qualité, notamment le beurre et puis les graines de qualité. Vous avez aussi l'anacarte, qui suit avec les sésames et la mangue, qui sont vraiment les produits phares dans la catégorie de produits exportés par le Burkina. Mais quand on regarde aussi, on se dit qu'on est un pays qui est touché par l'insécurité. On entendait récemment des mines qui fermaient, mais avant, parce que là, ce n'est pas la période la plus récente, ça veut dire qu'il y avait des mines qui étaient inquiétées, ça on l'avait, mais on voit que ça se bonifie plutôt en termes d'exportation. C'est quoi? C'est le coût de l'or qui explique ça, ou bien il y a d'autres facteurs? Il y a les deux facteurs. La production n'a quand même pas baissé malgré donc, ce qu'on a connu, la production, parce qu'il y a eu quand même l'ouverture des mines. Et les mines existantes aussi qui arrivent à produire davantage. Donc à cela, en tout cas, se combine avec le cours aussi. Il faut dire qu'au cours des 5 dernières années, les cours ont augmenté de plus de 60%. Donc ça a été un facteur en tout cas bénéfique pour l'embellie observée au niveau des exportations de l'or. Allez, David. Alors, comme on peut le constater, on a un excédent, donc une balance commerciale excédentaire, ce qui est bien pour notre économie, malgré les situations que nous connaissons. Mais qu'est-ce qui fait justement que l'on puisse connaître cet excédent-là? D'autant plus que c'est historique, parce que quand on lit le rapport, il se dit que les années antérieures, jamais on avait eu cet excédent-là. Voilà, on est environ à 112 milliards, 7. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut dire que c'est l'effet combiné de deux facteurs essentiellement. Donc moi je pense que on parlait tantôt du coût de l'or qui a pratiquement augmenté de manière assez importante avec la production, donc ça a contribué. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a eu quand même, n'est-ce pas, au niveau des gestes, des mesures qui ont été prises pour contrer la Covid, ça a contribué à comprimer quelque peu les importations.
Voilà, donc cela a été aussi un facteur qui a permis quand même de limiter un peu les importations. Donc combiné avec le coût de l'or et la quantité produite et exportée, donc ça a été favorable à ce que la balance commerciale soit excédentaire. Justement, cette balance excédentaire-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que très vite, certains se diraient, bon, ça veut dire qu'on a une bonne santé de ce qui est de la façon dont on commerce avec le reste du monde, mais ça cache mal d'autres choses. Bon, disons qu'au plan disons théorique, une balance commerciale excédentaire, c'est une bonne chose. Ça signifie que dans votre interaction dans le marché mondial, c'est comme une compétition. C'est ça. Donc si vous avez une balance qui est excédentaire, ça signifie que vous avez pu tirer quelque chose des autres. Et au plan, on va dire macroéconomique, ça signifie qu'on a engagé davantage de devises internationales. Donc c'est quand même des éléments de sécurité au plan économique. Ben bon, comme on l'a dit, c'est l'or qui a tiré tout ça derrière, donc on ne peut pas s'en contenter. C'est conjoncturel, les choses peuvent se passer autrement. Mais inversement, une balance commerciale déficitaire n'est pas forcément aussi mauvais signe, parce que de toute façon, il faut bien importer pour pouvoir disposer des biens et services. Ce qui est peut-être à regarder, c'est de faire en sorte qu'on n'importe pas des produits qu'on est capable de produire sur place. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, les défis qu'il faut chercher vraiment à relever. D'accord. Comme on a pu le voir aussi dans le rapport, il ressort qu'on a certains partenaires au monde entier, donc les principaux partenaires. Bon, c'est vrai que M. Va, vous avez posé la question, vous n'êtes pas revenu là-dessus, mais on pourrait peut-être en parler aussi. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir un peu quelles sont les actions phares qui ont été entreprises par notre gouvernement pour justement diversifier et puis également booster ce partenariat international. Tout à fait. Effectivement, au niveau des partenaires, il faut dire que quand on regarde un peu l'orientation géographique des échanges, au niveau des exportations, c'est plus l'Europe avec l'or notamment qui va en Suisse, voilà, et suivi par des pays comme Singapour et l'Inde, donc qui sont des pays à l'endroit desquels sont expédiés donc les produits agroalimentaires, notamment l'anacarde et puis les graines de qualité. Et au niveau des importations, donc c'est surtout la Chine qui vient en premier, donc suivi des pays comme la Côte d'Ivoire, notre voisin d'à côté, qui est le premier partenaire commercial à la fois en importation et en exportation, donc pour le Burkina. Je dois dire, dans le contexte de la zone de libre-échange continentale, donc qui est une ouverture commerciale des pays africains, que pour le moment, le commerce du Burkina est concentré sur les pays de la CEDEAO. Donc essentiellement la Côte d'Ivoire, le Niger, le Ghana, voilà, essentiellement ces pays-là. Donc c'est pour dire que, effectivement, pour répondre à votre question concernant donc les efforts qui sont faits, c'est pour dire que, en tout cas, l'État, au plan, j'allais dire politique, a travaillé à ce que, dans le cadre de notre appartenance à l'Organisation mondiale du commerce, les produits burkinabés peuvent s'exporter vers tous les pays membres de l'OMC avec des avantages, en tout cas pas moins favorables que tout autre avantage que ces pays-là accordent à n'importe quel pays. Donc ça, c'est un élément important. Et au niveau bilatéral aussi, il y a des négociations que les pays, en tout cas les autorités entretiennent avec des pays amis. En dernier ressort, vous avez la Chine. On a un accord commercial avec la Chine. Donc, au terme duquel plus de 95% donc, de nos produits peuvent être exportés sans être payés, sans être taxés des droits de douane donc, au niveau de la Chine. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants, qui montrent en tout cas que voilà, en tout cas, des efforts sont faits pour augmenter davantage en tout cas les marchés de destination. Il y a aussi des accords préférentiels, l'AGOA qui est un accord avec les États-Unis, au terme duquel on peut exporter aux États-Unis sans payer les droits de douane. Il y a aussi des accords préférentiels avec des pays tels que l'Inde. Voilà, donc c'est des éléments importants. C'est le monde à croître en fait. Voilà. Et au niveau régional, vous avez déjà la CEDEAO qui est une union douanière. Donc les produits originaires du Burkina peuvent s'exporter sans payer de droits de douane. Donc ce sont des éléments importants. Il y a le contexte de la zone de libre-échange continentale aussi, qui est vraiment un élément important à regarder pour pouvoir diversifier aussi nos exportations. Parce que pour le moment, on est concentré sur l'extérieur, on va dire.
extérieur de l'Afrique. Ça va être même justement ma dernière question. Quand on regarde tout ça, le document, ça nous renseigne en tout cas sur ce que nous avons comme choix en termes d'importation et puis ce qu'on offre au reste du monde en termes d'exportation. Mais quand on regarde à la fin, qu'est-ce que ça nous enseigne en termes de défis majeurs aujourd'hui à relever quand on lit pour 2021? Quand on regarde un peu le profil commercial du Burkina de manière générale, parce que si 2021 ce n'est qu'un cas particulier, on se rend compte que, comme je l'ai dit au départ, donc les exportations sont concentrées vers les produits primaires, les produits qui ne sont pas transformés, le coton, l'anacarde, etc. Donc l'un des premiers défis, c'est vraiment de pouvoir transformer ces matières premières-là. J'ai pris un exemple, si vous prenez le coton, du produit primaire, donc le coton brut, à un produit fini, costume, etc., ça multiplie par 15 le prix pour une même quantité. D'ailleurs, pour moi, si vous prenez 1 kg, un produit fini pour 0,50, pour un produit fini qui fait 0,50 kg, le prix est multiplié par 15. Et ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà du prix, il y a aussi que ça emploie des personnes. Donc, c'est des éléments importants qu'il va falloir travailler pour pouvoir, en tout cas, ajouter de la valeur à nos productions. Il y a aussi que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, c'est normal, vis-à-vis de la santé sanitaire, de la qualité sanitaire des produits, mais aussi de la présentation esthétique des produits. Donc ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, il va falloir travailler. Il y a des initiatives qui sont en cours, dont vous êtes certainement au courant, la labellisation, la normalisation, mais il va falloir en tout cas accentuer davantage donc, ces efforts-là pour mieux positionner les produits burkinabés à l'international. Merci bien. Donc à vous d'être passé, Souleymane Ouedraogo. C'est très intéressant donc, un document qui nous renseigne sur les échanges que le Burkina a, je le dis encore, avec le reste du monde, une balance commerciale qui stratifie les choses de façon très claire et ça nous permet d'avoir une belle photographie. Merci pour le travail qui a été en tout cas fait et on espère vous l'avoir ici pour discuter toujours de cela. Vous êtes directeur des échanges commerciaux et donc on espère vous l'avoir pour parler dans le détail de ces éléments-là. Merci à vous aussi David Nana parce que cela sonne aussi la fin de la partie économie de ce JDS, journal du dimanche au soir. Et je vais emboîter une autre partie de ce JDS, c'est la partie culture. Marley d'or, on en parle maintenant. Rickson Dolex, à l'état civil, Eric Ouedraogo a été désigné Marley d'or 2022. C'était à l'occasion de la 9e édition donc, des Marley d'or qui s'est tenue le 7 mai dernier, donc hier. Une édition qui s'est tenue autour du thème Reggae et résilience, donc très actuel. Une manière pour les organisateurs de ce festival d'apporter leur touche à la lutte contre l'insécurité à travers les sensibilisations. Nous y revenons en son et en lumière sur cet événement avec Abdoul Rahim Nigné. La cour du CIAO a vibré au rythme de la musique reggae en cette soirée du 8 mai 2022 à l'occasion de la 9e édition des Marley d'or. Les artistes du Burkina, de la Côte d'Ivoire et d'autres venus d'Europe se sont succédés sur la scène au grand bonheur du public. Pour cette édition, 3 artistes étaient nominés pour le Marley d'or. Il s'agit de Almami Kaji, Grand Silga et Rickson Dolex. Rickson Dolex remporte le trophée et succède ainsi à Ismo Vitalo, vainqueur de la 8e édition. Le Marley d'or 2022 s'est fait représenter par Roméo Compaoré qui exprime sa satisfaction. De nos efforts que nous avons eu à fournir dans le passé et nous remercions le comité d'organisation du Marley d'or pour ce trophée-là. Et si vous avez écouté l'album aussi parle à la population. Donc ce trophée, on le dédie à la population. Cette soirée qui a débuté avec l'exécution de l'hymne national est un cadre pour exprimer la résilience du peuple burkinabé face à la crise actuelle, selon le commissaire général des Marley d'or, Mahamadou Ouedraogo dit Mades, une vision qui justifie le thème Reggae et résilience.
malgré les difficultés, il n'y a pas l'argent, l'insécurité. On s'est dit une seule chose, la culture doit jouer son rôle. Le rôle de la culture, c'est dans les temps difficiles que la culture doit montrer quelle est la locomotive. Et je pense que c'est ce rôle-là que nous sommes en train de jouer. Le promoteur des Marley d'Or s'est félicité de la tenue de ce festival, 9 ans successivement, sans difficulté majeure. Pour l'édition 2023 qui va marquer le 10e anniversaire des Marley d'Or, les organisateurs prévoient un festival plus grandiose. Ils souhaitent l'implication du gouvernement pour rehausser l'éclat des Marley d'Or, la fête de la musique reggae. C'était le reportage qu'on voulait donc vous partager dans la partie culture avec donc ces Marley d'Or. On va emboîter la dernière rubrique de ce journal du dimanche au soir et c'est le sport. Et dans la partie sport, je suis, comme il est de coutume, chaque dimanche avec Claude Romba, qui est d'ailleurs là. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy, en tout cas très ravi d'être là. Et comme chaque dimanche, vous venez du stade. C'est ce qui me plaît bien chez vous. Tout à fait. Vous êtes fidèle. Vous ne parlez pas de ce à quoi vous n'assistez pas. Tout à fait. D'accord. On va commencer par une rencontre qui était très attendue quand même. C'était Efo Asfa. Efo Asfa, dont on a les images, vous étiez au stade. Efo Asfa, le fascico du football burkinabé, ou si vous voulez, le derby de notre football, ça équivaut à OM PSG du côté de France, ça équivaut également à Real Barça du côté donc de l'Espagne. Chez nous, c'est Efo Asfa, c'est ce qu'on a désormais appelé le fascico. Cette 28e journée du Face au foot. Avec un monde fou. Un monde fou. Rarement on a vu autant de monde au stade Issoufou Joseph Konombo, et c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui obtient un penalty sur une faute donc consécutive à ce tacle sur le joueur de l'étoile filante de Ouagadougou, Herman Sawadogo, et puis Morizina qui prend à contre-pied le gardien de Asfa Enega, 1-0. Voilà, ce but va faire autorité, ce but marqué en première période va faire autorité jusqu'à la fin de la partie. Eh bien, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui gagne ce derby de la capitale burkinabé, le derby du Burkina tout court, entre l'étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Enega. Jamais, en tout cas depuis très longtemps, on n'avait pas vu un derby qui aura drainé autant de monde. Il faut dire également que aussi l'enjeu était de taille, puisque c'est le titre qui est en ligne de mire. Il y avait un point qui séparait l'étoile filante de Ouagadougou et l'Asfa Enega. L'Asfa était donc avant cette 28e journée, leader du Face au foot avec 44 points, et le Faux qui était 3e, parce que le SCK était leader avec 44 points, le Faux qui était 3e avec 43 points. Il y avait un seul point qui séparait ces deux grands du football burkinabé, et puis bien on attendait cela, et bien évidemment. Et d'ailleurs relativement à l'enjeu, on va écouter après donc la fin de la rencontre la réaction déjà des coachs. Des deux côtés, les équipes étaient engagées. Je crois qu'on a produit un spectacle à la hauteur de l'événement. Nous, on sort avec les 3 points, on est satisfait. Tout, on joue jusqu'à la dernière journée. Ce qui s'est passé ici peut se passer autrement. Et on ne va pas baisser la garde. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'à un certain moment, on avait nos destins entre nos mains, et ça, c'est encore plus facile. Mais maintenant, ça devient un peu plus corsé. Mais on va jouer jusqu'à la dernière journée. Non, mais moi, ce qui m'énerve, ce sont mes derniers coups francs. Ce n'est pas pour accuser les joueurs, mais c'est des choses qu'on a travaillé. Ceux qui devaient tirer. Je n'aime pas l'improvisation. Les gens ont improvisé. Et ça, je ne suis pas content. Voilà. Un coach est visiblement pas content de ses poulains. Il parle d'improvisation. Et puis, vous n'étiez pas d'accord aussi. Il faut qu'on lui dise d'abord, c'est pas devant les caméras qu'on va s'exhiber pour dire non, c'est de l'improvisation. On ne peut que rendre ce qu'on a fait tout au long de la semaine. Je ne pense pas que ce soit de l'improvisation. Voilà plus de combien de journées l'ASFA ne gagnait plus. l'ASFA a gagné un seul match sur, je crois, 4 ou 5 matchs. Donc, pour dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on connaissait la situation de l'ASFA. Voilà, et les enfants ont produit ce qu'on leur a donné. Maintenant, si on se trouve qu'on n'est pas satisfait, il faut trouver évidemment la raison ailleurs. Il ne faut pas accuser ces jeunes garçons qui visiblement ont été bloqués dans tout le système de jeu par l'étoile filante de Ouagadougou. Il faut dire qu'ici,
tactiquement, l'effort a été meilleur à l'Asfa Yenega. Donc du coup, il faut que l'entraîneur de l'Asfa reconnaisse que tactiquement, il a été dominé par son collègue de l'Étoile filante de Ouagadougou, Lassana Ouagadougou. Et c'est ça aussi, accepter de dire la vérité, que franchement, on n'a pas eu de solution, parce que ce que l'Asfa nous a montré, l'Étoile nous a montré en termes d'envie, en termes d'engagement, en termes d'agressivité, je pense que c'est là-bas où l'Asfa a perdu. Et je pense qu'au moins, il faut que l'entraîneur puisse reconnaître, il n'y avait pas d'agressivité. Qu'est-ce qu'il a dit aux enfants? Est-ce qu'il a pu leur remonter le moral? Est-ce que psychologiquement, ils étaient armés pour aller contre dans ce match-là? Parce que nullement, on a vu une équipe de l'ASFA combative, une équipe pour un derby. Je pense que l'une des armes, c'est ça, c'est la combativité, l'envie de gagner, parce que c'est un derby. Mais on a vu une équipe de l'ASFA timorée, surtout en première mi-temps. On ne doit rien retenir de la première mi-temps de ce classico qui a mis véritablement à mal la mobilisation qu'il y avait au stade, parce que on n'a jamais vu il y a très longtemps qu'on a vu un stade aussi plein. Et là, je pense que le spectacle fourni n'a pas été à la hauteur de la mobilisation des acteurs du football. Et pourtant, on entendait le coach de l'EFO qui disait qu'on a servi un spectacle. C'est ça, je dis. Là, peut-être qu'il a gagné, il veut rentrer il veut se satisfaire, mais je pense que quand il va peut-être regarder à froid, quand il va regarder le match, il va se rendre compte que rien n'a été produit dans ce match-là. Je pense que ça a été un fiasco total. On n'a pas eu de spectacle. Ça manquait du tout dans ce IFO ASFA. C'est vrai qu'il y a eu un mieux par rapport à l'IFO a mieux joué par rapport à l'ASFA, parce que l'IFO a montré quand même quelques envies. On a vu l'agressivité et tout. C'est vrai que l'IFO, ils ont travaillé avec ce qu'ils ont, parce qu'ils ont aussi des limites, ça il faut le dire. Mais voilà, le derby n'a pas été un derby pour moi, à cause de l'ASFA Yenega qui n'a pas été du tout à la hauteur, qui a été très amorphe pour un derby. Et je pense que c'est la faute à l'ASFA, mais le spectacle n'a pas été au rendez-vous. C'est vrai qu'en deuxième période, ça a été un léger mieux, mais je pense qu'en grande partie, on est resté sur notre fin. Mais il y a aussi cette satisfaction-là, c'est d'abord la mobilisation forte au terrain. Ça, vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait, une grosse mobilisation. C'est dû à quoi? Il y a une bonne communication. Il y a une bonne communication. Il faut dire que pour une fois, quand même, on peut féliciter les médias. Les journalistes qui ont vraiment fait, je pense que tout le monde, pas seulement que les journalistes, on a vu les artistes aussi qui ont fait mousser la chose, ici on prêté au jeu. On va parler de Smarty, de Smokey, voilà, qui se sont aussi mis dans la danse. Je pense que ça c'est vraiment un bon point, il faut aussi le dire. Les influenceurs aussi sont rentrés dans la danse, les journalistes, je pense que c'est quand même une satisfaction de tout le monde pour refaire renaître un peu ce goût-là, ce classique-là, ce fascico-là qui a retenu quand même l'attention. Maintenant, en termes donc on sait que le stade municipal a une capacité de 15 000 places, et je pense qu'on peut dire qu'on a eu environ 5 000 spectateurs, sinon un peu moins quand même, 5 000. En tout cas, moi, j'évalue ça entre 4 et 5 000 spectateurs au stade. Et les tickets qui ont été vendus, on a vendu 3 721 tickets qui ont été vendus pour une recette totale de 2 800 300 francs. Et vous entendez bien entendu, les clubs, l'Étoile filante de Ouagadougou et l'ASFA Yenega ont eu 86 900 francs chacun. Voilà, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais bon, on va pas revenir sur les débats. On a déjà fait le débat ici. 2 800 300 francs pour la recette, pour 3 721 tickets vendus, et les clubs ont eu, et les faux et l'ASFA ont eu 286 900 francs pour les recettes de ce match. Voilà, on ne peut pas le dire. Ce qui est bien. Donc les faux qui donc parvient à la deuxième place, et il y a eu aussi ce qui était deuxième place. C'était la deuxième place pour les faux. C'est peut-être la deuxième place. D'accord, à l'issue de la journée. Évidemment, parce qu'il y a le RCK quand même. Il y a le RCK, Kiko FC, c'est 1 € pour le RCK. Ah d'accord. Et donc vous comprenez, parce que là en tête on est... Et donc on va aller d'ailleurs avec les images de ce RCK Kiko FC. RCK voilà. Kiko FC qui s'est joué sur, je crois, le terrain donc d'entraînement de l'Union sportive de Ouagadougou, de l'Union sportive des forces armées. Non, c'est sur le terrain du centre technique de la Fédération burkinabé de football à Ouaga 2000. Eh bien, c'est le RCK qui a pris le meilleur sur Kiko FC dans ce match-là, où en tout cas il ne devait pas perdre, parce que comme on l'a dit, il y avait donc le titre en jeu entre ces deux équipes. Eh bien, c'est le RCK qui l'a emporté par 1-0 grâce donc
à cette déviation de la tête de un de ses joueurs. 1-0 pour le RCK contre le Kiko FC. On va écouter rapidement aussi les coachs et puis on reviendra sur le plateau pour apprécier. C'est ce coup de pied arrêté qu'on fait la différence, et parce qu'on a bien travaillé, on savait que ça allait être difficile parce que les joueurs viennent en bloc et on a pu gérer cette situation en avance, et il fallait gérer aussi le match. Et sur les attaques rapides, on les négocie mal. On a des milieux qui aiment trop tripoter et qui aiment trop orienter le ballon latéralement. S'ils avaient orienté vers l'avant, à ce moment on pouvait peut-être aggraver et puis avoir aussi un peu de calme pour jouer. Mais on a eu deux situations chaudes où on pouvait marquer, mais regardez, les jeunes joueurs, ils veulent tellement qu'ils veulent jouer jusqu'à rentrer dans les buts, ils ne tirent pas. Voilà, et c'est compliqué, mais je pense que l'un dans l'autre, le plus important, c'était de prendre les 3 points et regarder aussi le classement des autres pour pouvoir bien terminer les 2 journées qui restent. Et tout s'est passé sous vos yeux. Des mains dans les surfaces de réparation, on refuse de siffler. On va jusqu'à inscrire notre joueur pour quelqu'un qui est couché sur la balle vient toucher sa main. Je crois que c'est déplorable. C'est arbitre, ça fait 3 de nos matchs successivement, celui que l'arbitre, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Je suis désolé, ce n'est pas une habitude pour moi, mais quand c'est trop, il faut le dire. On demande ici l'équité. Si on demande à ce que les matchs se jouent les mêmes heures, c'est pour éviter que les enfants fassent des calculs. Qu'on siffle, comme vous l'avez vu, que les enfants jouent et qu'ils méritent. Moi, je suis d'accord pour les billes. Un coup franc, c'est bien passé, je ne peux pas apprécier leur jeu. Maintenant, quand les enfants jouent et qu'ils méritent quelque chose, qu'on donne. Parce que c'est les règles, c'est les lois du jeu. Voilà, donc je suis désolé, mais je félicite, je tire vraiment mon chapeau à tous ces enfants et on va continuer de se battre pour ce métier. Le coach de Kiko FC qui n'y va pas du tout de la cuillère, il identifie l'arbitre comme étant le problème. Valère Ouéna, en tout cas, qui n'est pas du tout content de l'arbitrage, mais on le sait, c'est le football et c'est comme ça quand on perd. On voit que donc, ce sont les arbitres qui sont incriminés dans tous les cas. Le résultat, il est implacable, 1-0 pour le RCK dans ce match qui profite, vous l'avez dit, donc de la défaite de l'ASFA Yenenga pour s'emparer de la première place du classement. Mais on reviendra là-dessus, on va donner rapidement les résultats de cette 28e journée. L'USFA, donc Salitas s'est donné un bol d'air et croit toujours en ses chances de maintien puisqu'ils ont battu l'Union sportive des forces armées par 1-0. L'Étoile filante de Ouagadougou, on l'a vu tout à l'heure, a pris le meilleur sur l'ASFA 1-0 dans le derby du Burkina. La SK, 1 but partout sur ses installations dans un match face à l'ASFB pour le bal des mal classés. Vitesse FC se donne un bol d'air également grâce à une victoire sur Royal 1-0. Le RCB et Majestic se sont neutralisés 2 buts partout. L'AS Police a fait match nul avec l'AS Sonabel également où personne ne devait perdre cette rencontre, 1 but partout. L'AS Douane s'est fait accrocher du côté donc de Koudougou face à la SEC, 0 but partout. Au classement, vous l'avez dit, premier le RCK avec 47 points. Suivi de l'Étoile filante de Ouagadougou qui a 46 points. Troisième, l'ASFA Yenenga, 44 points. Suivi de l'AS Douane également qui a 44 points. Cinquième, Majestic, 43 points. La Salitas est toujours bon dernier avec 30 points. Les deux qui sont dans la zone de relégation sont donc Salitas, 30 points, et l'ASK, 32 points, pour dire que les 2 dernières journées qui restent au compteur vont être vraiment 2 journées déterminantes, sinon pour le titre d'abord et également aussi pour le maintien ou pour la relégation pour certaines équipes. Voilà pour ce qu'on peut dire. Il faut, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est simple. Si le RCK veut être champion, c'est de gagner les 2 derniers matchs. Ils sont champions. Vous pensez que c'est donné? Maintenant, on est en train d'assister à autre chose. Ça va devenir la bataille de la motivation. C'est cela. Voilà. Les primes ont été doublées déjà pour ce qui reste du côté du RCK. Pour ce match déjà de 20 000, on est passé à 40 000. Et le prochain match contre Majestic, on nous parle de 50 000. Et le dernier match, près de 60 000 francs en cas de victoire. L'Étoile filante de Ouagadougou est passée depuis quelques journées à 30 000 francs comme prime de match. L'ASFA est à 25 000 francs comme prime de match, pour dire que ça va donc chaud bouillant pour les dernières journées où les primes vont s'envoler. C'est pour le bonheur donc des joueurs. Et puis il faut rappeler également ce que le RCK aujourd'hui peut s'enorgueillir parce qu'ils ont une manne financière de près de 100 millions de francs CFA qui rentrent dans leur cagnotte parce qu'ils ont vendu un certain nombre de joueurs. Je pense qu'il y a 3 joueurs qui ont été vendus et qui devraient donc la manne financière devrait donc renflouer les caisses du Rail Club du Kadiogo. Je pense que ça ne peut pas si bien tomber pour le Rail Club du Kadiogo. 100 millions de francs CFA parce que il y a la manne de Botio Kwame qui doit rentrer bientôt. Il y a ici pour Yoda
et également aussi pour Rachid qui vient d'être transféré du côté de FC Sion en Suisse. Donc voilà, comme quoi également aussi quand on vend les joueurs, ça peut permettre d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, oui. Non, allez-y. Je vais terminer avec une question qui, depuis Métaro de l'Esprit. Allez-y d'abord. Depuis qu'on a écouté tout à l'heure le coach du Kiko FC, c'est quand même un peu fort aussi hein, l'accusation qui est portée. Parce qu'elle est directe, l'arbitre l'a nommément cité, il dit que ça fait 3 fois. C'est quand même une accusation forte. C'est quand même assez difficile, mais c'est la rengaine. Hein. C'est que quand ça ne va pas, on s'en prend à l'arbitrage. Je pense que l'ASFA également aussi va évoquer l'arbitrage. Mais ailleurs, quelquefois, on est sanctionné hein, quand on ne peut pas apporter les preuves de ce qu'on a. Oui, mais bon, je pense que ça fait partie du jeu. Dès lors qu'on n'insulte pas, bon, maintenant, peut-être qu'après, en revoyant les images, on pourra se faire une idée là-dessus. Sinon, ailleurs également, ils ont le droit de se plaindre de l'arbitrage et d'apporter peut-être les preuves ou en tout cas de dénoncer un certain nombre de choses dans la mesure où ça doit permettre de corriger. Mais quand ça devient, comme je dirais, un mauvais perdant qui se plaint de l'arbitrage, je pense que ça c'est très mauvais et ça devient comme si on ne respectait pas soi-même les règles du jeu, alors que voilà, c'est l'équité et tout le monde doit pouvoir gagner. Par rapport à l'équité, j'aimerais donc faire un coup de gueule, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou en tout cas, ou interpeller la Ligue de football professionnelle qui, en tout cas, est dans un, je dirais, dans le calendrier des matchs et pour la Coupe du Faso et dans la programmation des matchs Coupe du Faso championnat, je pense que les équipes de la Ligue 1, l'ONAB sont défavorisées par la programmation. Voilà, parce qu'aujourd'hui nous jouons la Coupe du Faso, la D2, le championnat est fini et là vous assistez à un match tous les 3 jours. L'Étoile filante de Ouagadougou a joué 5 matchs en 15 jours. Le 5e, c'était aujourd'hui face à l'Étoile filante, face à l'ASFA Eniga. Mercredi, ils doivent jouer contre Raimo, qui a terminé son championnat et qui attend. Vous voyez, si on reste dans cette programmation de la Ligue de football professionnel, ça veut dire quoi? Si on prend la 26e journée qui s'est jouée entre le 24 et 25 avril, jusqu'au 22 mai, l'ASFA, l'équipe, entre l'Étoile filante de Ouagadougou, en tout cas l'équipe de première division qui va jouer sur les 2 tableaux, et la Coupe du Faso et le championnat, va se retrouver à jouer 10 matchs en 29 jours. Ok. Voilà. Et je pense que cette programmation, c'est pas normal. Certains risquent de se retrouver lésés. Voilà, non, c'est pas ça. Cette programmation n'est pas normale. Ok. C'est une programmation qui, sportivement, est intenable et médicalement dangereuse pour les joueurs. Il faut penser à la santé des joueurs. Il faut d'abord penser à la santé des joueurs dans les conditions où nous sommes, avec près de 30 à 40 degrés où les enfants jouent, avec les voyages, programmer les matchs à 3 jours d'intervalle, c'est pas tenable. Même Manchester City l'a pas fait. Manchester City l'a pas fait. 8 matchs en 1 mois. 9 matchs en 1 mois, c'est difficile. On trouvera le moyen. Là, il faut peut-être dénoncer ça et puis rappeler à l'ordre, penser à la santé des joueurs. Sinon, c'est pas tenable cette façon donc de programmer les matchs et de terminer la saison. Pour moi, le mieux, c'est de repousser la saison, soit peut-être de 2 semaines en plus ou d'1 mois, pour permettre donc de tenir le calendrier, de permettre de veiller à la santé des joueurs. C'est ce qui est le plus important. D'accord, coup de gueule qu'on retiendra. J'interpelle. Interpellation en tout cas qu'on retiendra, et on pense qu'on pourra aussi avoir les explications de la Ligue professionnelle là-dessus. Peut-être que là-dessus ça pourra aussi nous édifier. Ça pourra nous édifier en tout cas. Merci bien en tout cas Claude Rombard d'être passé. On a terminé donc pour ce qui est de cette partie sport dans le JDS, et c'est aussi la fin de ce JDS, la journal du dimanche soir. Merci d'être passé. Et on dit aussi merci à nos téléspectateurs. Donc ici prend fin ce rendez-vous d'1h30 que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV et nous vous souhaitons d'ailleurs bonne suite de programme. On va se retrouver dimanche prochain à 19h30 si Dieu le veut. Et d'ici là, portons-nous bien.